Et on va commencer l'émission avec notre chronique Afrique noire avec Georges Goma et son invité, Joseph Kokolo-Zassi, qui a publié un livre aux éditions L'Harmattan à Paris qui s'intitule La démocratie en Afrique noire, les contours de son enracinement. On parle donc des fondements de la démocratie en Afrique, tout de suite avec avec notre chroniqueur et son invité, Georges Goma. Bonjour. Allô, bonjour, Pamela. Oui, OK, on vous entend pas très bien, mais je pense que ça peut aller. Ah bon, est-ce que là, ça va mieux? Oui, là, ça va mieux, vraiment. Ah, mais c'est parfait. Nettement. Alors, je me rassurer que notre invité est au téléphone. Est-ce que Joseph Kokolo-Zassi, vous êtes au téléphone? Oui, bonjour Caroline, bonjour Georges, je suis bien au téléphone. Non, c'est pas Caroline cette fois-ci. Caroline est en Suisse. C'est Pamela qui est là. Ah, c'est Pamela. Bon, mais voilà. Écoutez, moi j'ai toujours l'habitude de suivre l'émission avec Caroline. Bon, autant pour moi. Alors, je suis en remplacement. Bonjour Joseph. Bonjour Pamela. Donc, je pense que vous avez des choses à nous dire. En fait, je vais laisser Georges poser ses questions et j'interviendrai quand je pourrai ou quand j'y trouverai un petit moment. Absolument, absolument. Ben, merci Pamela. Bon, les auditeurs qui nous suivent depuis 2014 maintenant, ça fait un bon bout, 6 ans quand même, sur Chronique d'Afrique noire. Nous avons l'habitude de parler d'Afrique ici au Québec, un peu partout maintenant, puisqu'on nous écoute sur Internet partout dans le monde. On a reçu des coups de téléphone jusqu'en Australie qui nous suivent là-bas. Alors, nous parlons de la démocratie, mais pour parler de la démocratie, il y a toujours un contexte. Alors, avant de laisser parler Joseph Kokolo-Zassi, parler de son livre. Alors, le contexte, en fait, c'est 1989. 1989, c'est la chute du mur de Berlin. La plupart des pays africains étaient quand même beaucoup de pays qui fonctionnaient sur le mode dictatorial. De toutes les façons, il n'y avait pas de parti, multipartisme. La chute du mur de Berlin, la conférence de La Baule en France avec le président François Mitterrand, qui a poussé les pays africains vers plus de démocratie. Donc, c'était le déclencheur de la démocratisation de la plupart des pays en Afrique. Il y a eu des conférences nationales qui s'en sont suivies. On a installé des systèmes démocratiques comme au Congo-Brazzaville, au Bénin, en RDC, un peu partout. Et puis, ben, ma foi, il s'est trouvé qu'à un certain moment, ces processus démocratiques ont été un peu ralentis. Et je vais parler un peu de la transition démocratique qui prend beaucoup de temps en Afrique, c'est-à-dire la bataille pour la démocratie. Après donc ces périodes-là, il s'est révélé une sorte de résistance au changement démocratique qu'on voulait, que beaucoup d'Africains voulaient. Et de plus en plus aujourd'hui, on parle souvent de la démocrature. Dans la démocrature, il y a la démocratie et puis la dictature. Ce petit mélange-là, qui est assez dérangeant quand on observe un peu partout, c'est-à-dire qu'il y a des États qui fonctionnent sous les oripeaux de la démocratie. C'est-à-dire que c'est une démocratie de façade, une démocratie de façade. Les gens disent qu'ils sont démocrates, mais ils ne le sont pas, ils pratiquent la dictature au fond. Et quand on voit l'ouvrage de M. Joseph Kokolo-Zassi, comme tu l'as dit, Pamela, la démocratie en Afrique noire, les contours de son enracinement, le cas du Congo-Brazzaville, mais c'est applicable quand même à d'autres pays africains. Le modèle suit. En Afrique centrale notamment, c'est à peu près la même chose qu'on observe. Quand en Afrique de l'Ouest, on essaie de voir que là-bas, il y a un peu plus de démocratie comme on le voudrait. Même si la question de la Côte d'Ivoire, nous en avons parlé dernièrement avec Pamela, la Côte d'Ivoire montre aussi qu'au fond, ce pays qui était phare en Afrique se retrouve en train, n'est-ce pas, de pratiquer cette démocrature. Alors, M. Joseph Kokolo-Zassi, vous avez écrit donc un ouvrage que j'ai lu qui est fort intéressant et puis là où vous apportez quand même quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'a jamais vu auparavant. Vous présentez un modèle, mais commencez par nous dire un peu qu'est-ce qui fait l'originalité de vos travaux finalement sur la démocratie en Afrique, M. Joseph Kokolo-Zassi. Bien, d'abord, merci de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer par le biais de votre radio qui est devenue au fil du temps une vitrine qui scrute avec pertinence l'actualité du continent africain depuis de nombreuses années, comme tu venais de le souligner. Je suis un auditeur assidu de votre radio, notamment
de l'émission Chronique d'Afrique noire, d'autant plus que l'animateur que tu es, Georges Ngoma, je préfère te dire tu es, parce qu'il est un vieux ami qui a toujours été présent dans les bons tout comme dans les mauvais moments et qu'il est aussi un excellent orateur. Alors, disons que je ne suis pas habitué, je ne suis pas un habitué des antennes radio, encore moins des plateaux de télévision. Bon, je vais essayer d'apporter par rapport à la question qui m'a été posée, que tu m'as posée, Georges, d'apporter un éclairage sur le bien fondé de ce livre que j'ai écrit sur une longue période qui remonte de 97 jusqu'à 2019. Alors, avant de vous parler du contexte, c'est-à-dire que les motivations qui ont justifié ce travail, je voudrais quand même essayer de poser un peu ces fondamentaux. C'est-à-dire qu'est-ce qui m'a amené à travailler, à construire ce travail-là de réflexion. D'abord, il est d'abord intellectuel et ensuite, éventuellement, s'il y a des acteurs politiques qui pourraient vraiment s'en approprier, j'en serais heureux. Alors, en fait, il faut distinguer trois périodes. La première période qui partait de 1960, donc au début des indépendances, jusqu'en 1990, comme l'a signé Georges, il régnait ce qu'on appelle les révolutions des partis uniques, jusqu'à ce que les institutions africaines, enfin la plupart des pays, puissent faire le choix d'entrer dans le multipartisme selon le contexte de l'époque. Et ensuite, pour le cas du Congo, tout particulièrement, nous avons une période qui va de 1991 jusqu'en 1997. Et ensuite, celle qui part de 97 jusqu'à ce jour. Et quelles sont les caractéristiques de ces différentes périodes? Alors, vous remarquerez que de 60 à 90, on peut dire mais à grands pas, hein, Joseph, à grands pas, parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps, donc à grands pas ces périodes historiques là, et puis rentrer dans le plein sujet de ton modèle là, ce que tu proposes d'innovant. Oui, le modèle. Mais vas-y sur le temps là, rapidement, les trois périodes là, comme tu voulais. Je voulais simplement te signaler qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc je veux qu'on tire le maximum on pourra refaire une autre émission, mais quand même. Ok, ben écoutez, donc cette période de 60-90, elle se résume en quoi? Comme tu l'as souligné tout à l'heure, c'est une dictature affirmée, organisée autour d'un parti unique. Pour le cas du Congo, c'est le Parti congolais du travail, et qui contrôlait tous les leviers de l'État. Et vous connaissez que dans ce contexte, il y avait des conséquences pour les opposants, c'était la prison, l'exil ou la mort. Aucune voix discordante n'était tolérée. Et le clientélisme, les passe-droits, la centralisation des décisions, on le sait tous. Et ensuite, la période de 91-97, il y a eu cette démocratie balbutiante, que je dirais, par rapport aux conséquences historiques. Et ensuite, cette démocratie était organisée autour du multipartisme, que tout le monde sait, avec une gouvernance fondée sur la transparence. Alors, donc il y a eu, pour le cas du Congo, la création de plusieurs partis politiques, avec un ancrage régionaliste produisant des résultats mitigés. Et depuis 1997, avec le coup d'État de Sassou Nguesso, on est revenu à ce que tu disais, de l'émergence d'une démocrature. Donc en fait, on peut dire c'est un peu de démocratie, puisqu'il y a des partis politiques, et il y a la dictature. Donc on est un peu reparti aux habitudes des années 60-90. Et c'est toujours organisé autour d'un parti aux visées hégémoniques, qui est le Parti congolais du travail, avec une gouvernance fondée sur le népotisme, le tribalisme et l'impunité. Et donc ce qui se passe, c'est qu'il y a une fragilisation du lien social, des assassinats, des emprisonnements des opposants, le favoritisme, les passe-droits, corruption, injustice, et finalement, on assiste aujourd'hui à l'effondrement du pays sur le plan économique et social. Alors, les nouvelles institutions partent d'un constat. C'est que nous avons aujourd'hui au Congo, pour le cas du Congo-Brazzaville,
cette rhétorique autour du Nord, du Sud, et notamment les questions ethniques et liées aux groupes ethniques. Alors, moi, ce que je propose, en substance, c'est que notre démocratie doit s'appuyer sur ce que nous sommes. C'est-à-dire la suppression des partis politiques, parce que je considère que les partis politiques, c'est un instrument d'embrigadement et d'accaparement de pouvoir, puisque les élections qui sont organisées ne sont jamais transparentes. Donc nous devons partir sur ce que nous sommes, c'est-à-dire que nous avons des groupes ethniques, nous avons des ethnies, et cette gouvernance autour des groupes ethniques devrait être tournante, c'est-à-dire que la démocratie devrait, la gouvernance tournante et démocratique. Et ça nous permettra d'instaurer un système de politique équitable et de relations politiques apaisées avec une gouvernance tournée vers le résultat. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, notamment... Mais oui, mais on va discuter un peu là, quand vous dites, évidemment, suppression des partis, mais ça sera une nouvelle configuration de la démocratie, parce que là où ça existe quand même, ça a toujours fonctionné sur la base des partis. Et quand vous évoquez la dimension ethnique, on peut bien comprendre que l'ethnie, c'est une part bien importante dans nos sociétés, même partout ailleurs, il y a des ethnies. Est-ce que le problème n'est pas au niveau de l'instrumentalisation juste de ces ethnies-là? Le problème n'est-il pas là, M. Joseph Kokolo? Non, vous savez, nous avons toujours cette... fâcheuse manière de considérer que ce qui se fait à l'extérieur, ce sont des modèles qui vont forcément marcher sur nos territoires. Vous savez, lorsque vous regardez l'histoire des partis politiques, si nous prenons un pays comme la France ou même les États-Unis, les partis politiques sont fondés sur une idéologie. Donc, quand vous avez de l'autre côté les masses laborieuses, qu'on appelle les salariés, les travailleurs, et de l'autre côté aussi, d'un côté, les capitalistes, donc les détenteurs des droits des entreprises dans lesquelles les salariés travaillent. Et vous avez là deux groupes qui s'associent avec des intérêts contradictoires. Et ça crée effectivement cette lutte permanente et que nous constatons aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France ou ailleurs. Mais pour le cas de nos pays, ce n'est pas parce qu'il y a eu des partis politiques qui fonctionnent sur le fondement des idéologies, alors que nous avons, au-delà des idéologies, si elles existent d'ailleurs, nous avons des groupes ethniques qui s'affrontent. Donc aujourd'hui, quand vous voyez l'organisation du Congo sur le plan politique, voire même les nominations dans des postes stratégiques de l'État, il y a toujours cette survivance des motivations liées aux affinités ethniques. Donc c'est pour cela que je considère que la démocratie, ce qui fait vivre la démocratie, ce ne sont pas les partis politiques. La démocratie, ce sont des valeurs qui sont partagées. Et parmi ces valeurs, nous pouvons citer la laïcité, avec la liberté d'opinion, l'égalité, la séparation de l'État et de l'Église, le respect des lois et les règlements, us et coutumes. Et vous avez l'interlocution, c'est-à-dire que échanger sans heurts, dialoguer sans préjugés, communiquer, apaiser les tensions. Et vous avez aussi, de l'autre côté, la tolérance. Et vous savez, la tolérance, ça veut dire l'acceptation de la différence, de l'opinion, de l'identité culturelle de chacun, et interdiction formelle d'introduire des solutions conflictuelles. Et vous avez aussi ce que j'appelle le respect de l'autre, de ses valeurs, de ses opinions, sa singularité, son intégrité et ses idées, bien évidemment aussi ses choix. Alors quand vous avez ces éléments-là qui sont partagés par une population comme la nôtre, si jamais ça peut se mettre en valeur, ce qui compte, ce sont ces valeurs, ce ne sont pas les partis politiques. Et ensuite, j'ai organisé la solution que j'apporte par rapport à ces valeurs-là, pour faire vivre ces valeurs de société, c'est que notre société devrait être divisée en groupes, en grands groupes régionaux, où devraient se prendre les décisions les plus importantes. Et ensuite, ces décisions doivent être consolidées dans un plan de développement stratégique équitable. Voilà. Oui, M. Kokolo, oui. Mais là, j'entends bien, les grands groupes régionaux, c'est un peu le retour du régionalisme alors. Je vais vous interrompre pour qu'on puisse continuer la discussion juste après la pause. C'est bon? D'accord. OK, à tout de suite. Bon, okay.
ce qui ferait plaisir à Émilie cette année. Cette année, j'ai été très sage. J'ai lavé mes mains souvent, mes dents aussi, mais un peu moins souvent. Comme cadeau, je voudrais une corde à danser, du jambon, des barres tendres, mais sans arachide parce qu'on n'a pas le droit à l'école. De la purée pour mon petit frère. Du pain, même si c'est du brun, c'est pas grave. Avoir faim, c'est pas un cadeau. Si vous le pouvez, donnez directement chez Jean Coutu, Provigo, Maxi et Via Capital ou à guignolé.ca. La pandémie de COVID-19 est une situation sérieuse. Il faut continuer d'appliquer toutes les mesures de santé publique. Suivez les consignes locales sur les rassemblements, pratiquez la distanciation physique, lavez vos mains, portez un masque et téléchargez l'appli Alerte COVID. Les matins éphémères sur les ondes de CKRL 89.1. Pamela Bisson avec vous encore avec vous jusqu'à 9h. On parle de la chronique Afrique noire avec Georges Goma. Ce matin, on rencontre Joseph Kokolo Zassi, qui vient de publier aux éditions L'Harmattan à Paris un ouvrage de gros calibre qui est intitulé « La démocratie en Afrique noire, les contours de son enracinement ». On en parlait déjà avant la pause et on va poursuivre la conversation avec nos deux invités, Georges et Joseph. C'est à vous. Absolument. Alors, donc on va relancer Joseph sur sa lancée. Et il vient d'évoquer donc un nouveau modèle qui, d'après lui, réduirait, n'est-ce pas, la portée des problèmes qui sont posés à la démocratie en Afrique. On parle du cas du Congo, mais ça s'applique un peu aussi dans d'autres pays africains, de toutes les façons. Là, il vient d'évoquer la place réduire, donc éliminer carrément les partis et faire la promotion un peu de l'ethnie en tant que telle, les grands groupes ethniques de toutes les façons. Donc, il y aurait une présidence un peu tournante pour qu'il ait cette circularité du pouvoir. Là, il vient d'évoquer, n'est-ce pas, la constitution des grands groupes régionalistes, évidemment, d'où je lui ai retorqué en lui posant la question, est-ce que quelque part, c'est pas un retour du régionalisme quand même, qu'on a souvent parlé comme étant quand même une valeur négative au Congo-Brazzaville? Qu'est-ce que vous en pensez? Et je vais encore rajouter cet élément. Pascal Lissouba, le seul président élu démocratiquement au Congo-Brazzaville, avait parlé, n'est-ce pas, comment on appelle, la tribu classe, en fait. On lui a fait beaucoup de critiques autour de cela. Si vous pouvez ramasser dans votre argument un peu ce gros problème qu'on a mis sur la tête de Pascal Lissouba, ce serait une très bonne chose, M. Joseph Kokolo Zassi. Écoutez, vous savez, il est toujours difficile d'interpréter la pensée de quelqu'un d'autre. J'ai bien pris connaissance des travaux de Pascal Lissouba, mais tout ce qu'on lui a fait comprendre à travers ce livre, c'est tout simplement parce que les gens n'ont pas pris véritablement la portée de ces arguments qu'il avait distillés dans ce bouquin. Il s'agissait pour lui de dire tout simplement que lorsque les gens arrivent au pouvoir, la plupart du temps, le chef de pouvoir s'accapare des leviers à partir de son groupe ethnique. Donc il fait la promotion de ses frères et cousins, enfants s'il le faut. C'est là qu'il stigmatisait. Bon, bref, je ne vais pas aller plus loin. Oui, c'est ça. Par contre, je reviens sur la question que tu as posée en disant que la structuration autour des grandes régions administratives, est-ce que ce n'est pas un retour au régionalisme qui est la plupart du temps mis en cause? Il ne s'agit pas de cela. Et moi, souviens-toi, dès le départ, le livre, il est construit sur les valeurs activiques des Africains, c'est-à-dire ce que nous sommes. Comment est-ce que nous sommes? Nous sommes aujourd'hui, pour le Congo, pour simplifier les choses, au Congo, il y a l'antagonisme nord-sud. Mais cet antagonisme s'appuie sur quoi? Et ça s'appuie sur l'appartenance ethnique. Donc, pour moi, quand vous prenez le cas du PCT aujourd'hui, qui est le parti hégémonique du Congo, qui n'entend pas perdre aucune élection quelconque, vous convenez avec moi que cette façon de construire l'avenir, excusez-moi, ou l'avenir politique du pays,
ça ne peut que nous conduire vers des nouvelles catastrophes. Et on a vu ce qui s'est passé en 97, et puis ça s'est poursuivi en 98, 89, 2000, et puis récemment, de 2015 à 2016, et nous avons une région comme le Poul qui a toujours été prise pour cible éventuelle de toutes les personnes qui pouvaient revendiquer un pouvoir quelconque au Congo. Et vous souvenez-vous aussi qu'il fut un temps où certains acteurs de l'administration congolaise qui disaient que même les Téké voudraient bien diriger ce pays. C'est sacrilège. Donc voyez-vous que la notion de l'appartenance ethnique ou des groupes ethniques, c'est ça qui nous fait. Et on ne peut pas ignorer cette réalité, et c'est autour de ces valeurs que je construis le livre. C'est-à-dire, étant donné que la présidence, pour simplifier, pour aller très vite, parce que le temps nous est compté, la présidence doit être tournante. Elle doit être tournante, ce que moi j'ai construit, c'est sur une génération. C'est-à-dire que si le Congo, on peut le découper en 3 grandes régions administratives, eh bien, le mandat présidentiel sera de 8 ans, unique et maximum. Et après, le mandat reviendra à l'autre groupe qui est identifié comme tel. Donc, c'est 3 fois 8, 24 ans, ça fait une génération. Mais si jamais on divise le Congo en 4 grandes régions, et le mandat unique du président sera de 6 ans. Et on peut multiplier comme ça les exemples à 5 ans ou à 4 ans, etc., selon l'administration, le découpage administratif qui sera relevé. Mais à l'intérieur de ces grands groupes qu'on découpe, il y a aussi il y a un clivage ethnique aussi à l'intérieur là-dedans. Hein? Oui. Il y a beaucoup, tellement des ethnies qu'à l'intérieur des grands groupes, comme tu le décris, il peut y avoir aussi des clivages là-dedans. Mais les clivages, le système ou la solution que je préconise, elle a pour objectif de rayer ces clivages. Parce que à l'intérieur des régions même, que ce soit les départements, que ce soit les communes, que ce soit la présidence des régions, c'est fondé sur le même principe. Le mandat est unique et ça va tourner avec les autres à l'intérieur de chaque groupe ethnique. Donc s'il y a 5 ethnies dans un groupe, et le mandat tournera sur ces 5 personnalités qui seront issues de chaque groupe. Donc il n'est pas question... Donc pour parler concrètement, pour que les gens comprennent l'idée qui est fondamentale qui est derrière, prenons le cas de la commune de Pointe-Noire. Pointe-Noire aujourd'hui, tout le monde le sait, la ville est administrée par une ethnie qui s'appelle les Vili. Et là, ça, je le dis, c'est pas parce que j'ai une animosité particulière. Ce sont mes frères, ce sont mes parents. Donc, c'est le constat, il est là. Hein. Donc, à Pointe-Noire, sachant que la commune de Pointe-Noire, donc la région du Kouilou, il y a au moins 5 ou 7 ethnies, parmi lesquelles vous avez les Lumbu, dont j'appartiens, les Yombé, les Kouni, etc. Mais il se trouve que la commune de Pointe-Noire a toujours été régentée par un Vili. Pour quelle raison? Est-ce que ça veut dire qu'à l'intérieur de cette région, il n'y a que un individu, des personnes issues de cette région qui leur a donné ce pouvoir dépositaire? Voilà les questions que je pose. Et quand tu me dis qu'il y a des clivages à l'intérieur de chaque région ou les groupes ethniques. Des grands groupes. Des grands groupes, mais ces clivages, ils sont régulés. Et ils sont régulés par des règles. Mais en principe, il faudrait que les Africains apprennent à respecter aussi les règles. Mais qu'est-ce qu'on constate? La plupart du temps, nous avons des exemples récents, hein, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, les gens, ils ont organisé des passages en force pour se maintenir au pouvoir. Et pourtant, ce sont des gens qui sont pratiquement en fin de cycle de vie. Mais ce sont ces gens qui créent les désordres. Donc ça veut dire qu'ils veulent leur laisser le chaos avant de s'en aller. Donc il faudrait à un moment donné que nous prenions nos responsabilités pour essayer de partir de ce qui cause ces genres de dysfonctionnements ou les querelles politiques qui conduisent parfois à des massacres ou à des guerres civiles. Donc il va falloir trouver des solutions pour que tout le monde s'y retrouve. Parce que cette solution, ça permet à chacun de se reconnaître dans la nation. Parce qu'au moins, il sait que demain, je serai appelé aussi
à diriger ce pays. Donc, évidemment, je dirais que les Téké ont vocation à diriger le Congo, les Mboshi ont vocation à diriger le Congo, les Vili, les Kamba, tout ce que tu veux, ils ont vocation à diriger le pays. Oui. Mais comment ça va être fait, Joseph? Comment ça va être fait là? Connaissant l'état du pays actuellement avec sa démocrature, comme tu as su le dire également, comment? Parce que le modèle, évidemment, il est équitable là, c'est-à-dire ça va enrayer une fois pour toutes la possibilité des guerres civiles encore, puisque la présidence, elle est tournante. Bon, avec l'état actuel du système, comment ça peut être fait? Comment en fait ça peut être possible, lors de possibilité d'un tel système? Mais ça, un tel système, pour qu'il se mette en place, il y a plusieurs solutions. Soit une prise de conscience profonde de ceux qui sont aux manettes de ces pays. Ils peuvent aussi se regarder dans le rétroviseur et se demander quel est le fondement, quels sont les résultats, les retombées de mon action politique sur ce pays pendant mon règne. C'est trop leur demander, non? C'est trop leur demander, non? C'est trop leur demander avec ce qu'ils ont comme carrière politique derrière eux. Tu penses qu'ils pourront avoir ce courage-là, sincèrement? Mais vous savez, on dit souvent qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Si vous êtes habité par un minimum de raison, et il y a de fortes chances qu'on puisse reconsidérer ou déconstruire un peu une mentalité qui a été instaurée de façon consciente ou inconsciente, je n'en sais rien, mais tout au moins, la question que tu me poses, cette société de demain fera une rupture par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Mais il faut bien qu'au départ, soit c'est une révolution qui va apporter vraiment ces valeurs-là pour demain, ou alors une prise de conscience de la classe politique et aussi de tous ceux qui tournent autour de la vie politique, des intellectuels, la société civile, et peut-être qu'il y aura une constituante qui pourra faire en sorte que, comme ce qui s'est passé en 91, que les Congolais se retrouvent pour essayer de réfléchir comment faire pour sortir de ce cycle vicieux et qui nous retarde et qui nous plonge dans tous les malheurs ou les drames que nous connaissons. Donc aujourd'hui, par exemple, en 92, ce qui s'est passé en 91, pendant la transition de 91-92, nous avons nous-mêmes bâti sur ce que nous récoltons aujourd'hui. Donc, lorsque dans la nouvelle constitution de l'époque, on avait dit, c'était écrit, je ne me souviens plus l'article, mais c'était bien écrit, pour plus jamais ça, c'est-à-dire que ne plus vivre les tueries, les enlèvements, les emprisonnements, le banditisme au sommet de l'État. Si jamais ça arrive, il faut organiser la désobéissance civile. Mais vous vous rendez bien compte que dans aucun pays d'Afrique noire où la désobéissance civile est respectée ou arrive au bout de sa logique. Donc la plupart du temps, les gens sont embastillés, tués. Et récemment, je ne peux pas aller plus loin. En Côte d'Ivoire, on a vu des images qui étaient affreuses. On ne peut pas continuer à se dire la démocratie à travers les partis politiques, ce sera la panacée pour faire vivre la démocratie. Je ne suis pas de cela, et d'ailleurs je l'exprime avec force dans le livre que tu as effectivement lu, et tu pourras aussi, à ton niveau, on a eu beaucoup d'échanges, on peut continuer à discuter sur le sujet. Mais en tout cas, pour moi, j'ai l'intime conviction que la démocratie, ça doit se vivre selon nos valeurs. Donc, importer les modèles, c'est bien beau, mais encore, il faudrait qu'on soit en capacité de les faire vivre selon ce que nous sommes. Donc, oui, mais à ce niveau-là, je voudrais simplement, on va vers la fin de notre émission. Oui. Les valeurs importées d'ailleurs, il y a toute une histoire, un contexte historique, Joseph, il y a un contexte historique de la colonisation. Il n'y a pas qu'en politique que nous avons hérité du modèle occidental, s'il faut le dire précisément de cette manière-là. Toute l'administration, l'éducation, la santé, quand même, est fait sur ce modèle-là. Donc c'est quand même un tout global. Je ne dis pas
c'est bien de prendre en ligne de compte les valeurs qui sont les nôtres, mais c'est à articuler quand même aux valeurs un peu beaucoup plus universelles, non? Rapidement. Écoute, Georges, tu sais très bien que aujourd'hui, ce qui nous amène à nous exprimer, et d'ailleurs, l'émission que tu animes, Chronique d'Afrique noire, aborde des sujets divers et variés, et la plupart du temps, c'est toujours autour des choses, bon, il y a aussi des belles choses, hein, la littérature, mais toujours autour des choses qui fâchent. Et nous avons un pays, on a bien importé la démocratie, mais il se trouve que l'articulation qui est faite par rapport aux instruments qui permettent de faire vivre la démocratie, et ça nous conduit au conflit. Et je ne peux pas comprendre que des citoyens et des intellectuels, que ce soit la société civile, qu'il y ait des gens qui affectionnent le climat de terreur. Parce qu'aujourd'hui, la démocratie, elle tourne autour en tout cas pour le cas du Congo, hein, il y a bien d'autres exemples qu'on peut citer. Pour le cas du Congo aujourd'hui, vous avez un parti politique qui règne en maître et qui soumet les autres partis politiques. Parce qu'on se demande même s'il y a encore de l'opposition au Congo. Et la démocratie qui est scandée sur tous les toits, ce n'est que des artifices pour continuer à dominer, hein, à écraser et finalement à enfoncer le pays dans les tréfonds de la misère et tout ce qui s'ensuit. Comment vous pouvez imaginer que dans un pays comme le Congo, des étudiants qu'on envoie à l'étranger étudier avec la bourse de l'État, puissent rester 36 mois sans percevoir leur petit pécule qui leur permet de vivre décemment. Et nombreux sont expulsés des universités à l'étranger. Est-ce que c'est concevable? Et vous avez des retraités, des gens qui ont travaillé 30 ans, 40 ans de leur vie, et à la fin, ils prennent leur retraite, on leur dit mais il n'y a plus d'argent dans les caisses de retraite. Comment peut-on concevoir cela? Et pendant ce temps, vous avez des gens qui détournent, et puis les chroniques, hein, les journaux, quand même tu en sais, hein, l'histoire du Congo, il y a maintenant des milliardaires, hein, qui ont fait en fait organiser le pillage de l'État, du pays, pour leurs propres intérêts égoïstes. Est-ce que c'est concevable? Ok. Bon. Voilà, ben écoute, c'est très bien, là. Je vais remercier Pamela d'avoir accordé beaucoup plus de temps à cette émission. Oui, ben oui, c'est super intéressant. J'ai de la misère à vous interrompre. Je veux pas couper le fil de cette conversation instructive et importante pour l'ensemble des citoyens. Donc, merci à vous deux. Merci à Joseph Kokolo Zassi et Georges Goma. Merci d'avoir fait cette chronique sur les fondements de la démocratie en Afrique. C'est un sujet qui pourrait facilement occuper la journée complète, je pense. Hein? Absolument, absolument. Et je veux dire ceci avant de dire le dernier mot de remerciement de Kokolo. Alors, pour la prochaine fois, dans 2 semaines, nous aurons également, dans cette lancée-là, nous aurons aussi un invité. Hein, Monsieur Jean-Rest Moreau, qui est du Gabon, qui a également écrit sur le Gabon, un ouvrage en 3 tomes. Ça fait longtemps que nous parlons avec lui. Donc la prochaine fois, nous aurons le plaisir de l'avoir à l'antenne également, hein, pour parler un peu de la situation au Gabon. Excellent. Okay. Ouais. Alors, merci. Je laisse le dernier mot à Joseph. Allez-y. Oui, je vous remercie beaucoup. Sachez que ce livre, aujourd'hui, nous avons essayé de parler sur la partie institutionnelle, mais en réalité, à l'intérieur, il y a 2 autres parties qui sont développés, notamment la structuration des projets de développement économique, les investissements, et ensuite le développement de l'esprit d'entreprise. Parce que la plupart du temps, les gens aiment bien parler de politique, mais ce qui est vrai, on se précipite pour prendre le gouvernail, mais on oublie très souvent que pour que le bateau aille à bon port, il faut des gens expérimentés, c'est toute une équipe. Donc il y a aussi les entrepreneurs que je mets au cœur du dispositif de réorganisation de notre société, et puis aussi la hiérarchisation des projets de développement, contrairement à ce qui se fait aujourd'hui en claquant les doigts et qui finalement à la fin on construit des châteaux de cartes. Hein? Donc on se souvient bien. Très bien, on va
organiser ça de toutes les façons, on reviendra. Parfait. Merci. Alors, ce livre dont vous parlez, c'est La démocratie en Afrique noire, les contours de son enracinement, publié aux éditions L'Harmattan à Paris. Donc, merci beaucoup, Joseph Kokolo-Zassi, et bien sûr, Georges Goma pour la préparation de cette chronique Afrique noire. On se retrouve dans 2 semaines. Merci. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. On va écouter